Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse, la première de la saison, et je suis très heureux de vous retrouver. Si vous nous suivez depuis un moment sur cette chaîne, vous savez que nous sommes très fans de cinéma français et en particulier de films anciens. Il est réducteur de penser que le cinéma français se limite aux comédies ou encore aux films d'auteur où l'on ne comprend rien. Alors bien sûr, ce type de film existe en France, mais il serait dommage de se limiter à ces stéréotypes. Alors vous le savez, en France, on a une grande diversité d'œuvres qui traversent tous les genres. De grandes comédies bien évidemment, mais également des films d'aventure, des films d'horreur et bien sûr des thrillers. Et vous savez ce que l'on fait très bien aussi? Les films policiers, notamment peut-être le plus beau d'entre eux, Le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil. Ce film fait partie des meilleurs longs métrages traitant de la mafia en France, voire même dans le monde. Il peut regarder droit dans les yeux Le Parrain ou Les Affranchis et ne pas rougir de leur efficacité. Alors on va vous montrer dans cette analyse que le cinéma français peut être à la hauteur des films américains, hollywoodiens, et qu'on a tous les ingrédients chez nous pour faire des œuvres marquantes. Notre histoire commence dans un commissariat. On y découvre Roger Sarté, un malfrat arrêté pour avoir tué 2 policiers. Avant d'être conduit à l'interrogatoire, 2 faux policiers lui font passer discrètement des outils afin qu'il puisse se libérer de ses chaînes quand le moment sera venu. Les 2 complices sont en réalité les fils du chef de la mafia sicilienne, Vittorio Malanese. Roger est interrogé, entre autres par le commissaire Le Goff, puis mené dans un fourgon qui le déposera en prison avec plusieurs criminels. Sur le chemin vers le pénitencier, les membres de la famille Malanese provoquent un embouteillage permettant à Sarté de s'échapper du véhicule par une trappe créée avec des outils qu'il a reçus. Cette évasion est un prétexte de la part du gang mafieux et de Sarté afin qu'il procède au vol d'une collection de bijoux à Rome. Roger ayant été le compagnon de cellule de l'ex-responsable de la sécurité de la collection, il est un atout de taille pour que les Malanese s'emparent du pactole. L'ego de Sarté, la détermination des Malanese, l'implication du commissaire Le Goff et l'intervention de Jeanne, la belle-fille de Vittorio, dans le cœur de Roger, risquent de bouleverser le casse. Forcément, les acteurs sont le gros point fort du film. La promo du film a beaucoup joué sur le trio Delon, Gabin, Ventura, mais on va pas leur reprocher. Quand tu as la chance dans ton film d'avoir ces grands noms du cinéma français, il faut en profiter. Je ne vais pas dire qu'ils sont bons, bien sûr qu'ils sont bons, ce serait un euphémisme. On va plutôt s'intéresser à leur performance dans le film. Lino Ventura, je sais, on en parle beaucoup sur la chaîne, mais écoutez, que voulez-vous? On aime ces films et on en parle. J'aurais bien voulu vous dire qu'on ne l'aime pas, mais qui va le croire, sérieusement? En revanche, on est forcé de constater que ce n'est pas son meilleur rôle quand on voit l'immensité de sa filmographie. D'ailleurs, je vous invite à aller voir notre vidéo consacrée. Il est clairement le moins gâté des 3 en termes de temps de parole à l'écran, mais ça n'entache en rien son jeu d'acteur. C'est un rôle qui lui va comme un gant. Il est froid, impassible et veut à tout prix régler cette affaire. Et il n'y va pas de même ordre, chantage, violence, aucun mandat de perquisition, tout est bon pour coincer Sarté. C'est une grosse performance de Lino, dommage qu'on le voit aussi peu. Alors Gabin, un vrai salaud. L'acteur, je vous rassure, lui, c'est le respect absolu. Non, je parle du personnage de Vittorio Malanese, qui est vraiment une ordure. Il est toujours là au bon moment, il a quelques coups d'avance et il devient rapidement l'antagoniste du film. C'est un parrain, tout ce qu'il y a de plus classique. Autoritaire dans sa famille, passant pour un gentil papy devant la police, Jean Gabin nous livre l'un des chefs de gang les plus iconiques du cinéma. C'est l'un de ses plus grands rôles, mais pourtant, Gabin fait du Gabin, il n'a pas livré une performance exceptionnelle, pourtant il crève l'écran. Ça ne veut pas dire qu'il joue mal, mais je serais curieux de voir un film où Gabin joue autre chose qu'un être charismatique qui crève l'écran. N'hésitez pas à donner des exemples dans l'espace commentaire. Même si à la fin, sans vous spoiler, le personnage de Vittorio est moins dans le contrôle, il tient d'une main de fer le gang. Et pour finir, le plus jeune des 3, Alain Delon. C'est le héros du film, bien qu'il ne soit pas du tout un héros, il est au centre de l'histoire. Toutes les relations du film passent par lui et c'est un exercice bien difficile de tenir une intrigue sur un seul personnage. Et Delon le fait à merveille avec son jeu d'acteur ultra froid. Roger Sarté est recherché par tout le monde, il est l'homme à abattre et reste sûr de lui et de son potentiel. Franchement agaçant et vantard, Delon interprète parfaitement le personnage de Roger Sarté et réussit à tenir tête aux 2 montures du cinéma français que sont Gabin et Ventura. Ce n'est pas facile de réunir 3 grandes vedettes du cinéma dans un même film. Lino Ventura avait même dit à l'époque, dans un film, ce qui est primordial, ce n'est pas les comédiens, mais l'histoire. Quelle transition toute trouvée pour parler du scénario. Comme dans la plupart de ses films, Verneuil est réalisateur et scénariste.
Il n'est pas le seul néanmoins, puisqu'il est accompagné de Pellegrini et de José Giovanni au dialogue. Le risque, quand on a de tels acteurs, c'était de se reposer sur ce trio de choc et de ne pas écrire des dialogues adaptés à chaque individualité. Mais les réalisateurs ont réellement écrit des personnages très bien caractérisés. Pour que chaque acteur puisse se donner pleinement dans son rôle sans pour autant prendre le pas sur les autres, il faut que les dialogues soient aux petits oignons. Cela permet également de laisser la place aux second rôles, notamment la sœur de Sarté ou Jeanne qui sont très bien caractérisés. Jeanne par exemple a une terrible envie de faire partie du monde des tueurs. Elle s'intéresse aux sensations de meurtre semées devant une arme que tient Sarté en joue. Et à côté, elle est totalement prisonnière des Malanésés. Elle rejette et critique ce monde, mais il l'intrigue. Alors attention, le film nous livre des personnages et des actions qui ne sont pas à prendre au premier degré. Comme dans n'importe quel film de gangster, le film dépeint des portraits d'hommes qui sont en grande partie des ordures, qui tuent sans le moindre remords et qui se moquent de la vie des femmes qui gravitent autour d'eux. Verneuil a magnifiquement bien écrit le film, mais pas seulement. Sa mise en scène est particulièrement léchée. Dès la présentation des protagonistes, on repère la force de la mise en scène dans l'exposition des personnages. Dès le début, Delon est menotté, il va d'ailleurs passer l'entièreté du film à être recherché par la police. Pareil pour Gabin, son arrivée par ascenseur est lente et c'est un homme que l'on attend, et pas l'inverse. Dès qu'il arrive, son regard est froid, il est dur et n'inspire aucune once de sympathie. Cela contraste parfaitement avec les scènes où Ventura est présent. Il s'amuse à être penaud et gentil pour amadouer le flic. Le film s'offre même une scène incroyable lorsque l'appareil doit atterrir sur une autoroute en construction aux États-Unis. Sans faire réellement atterrir un avion sur l'autoroute, on comprend par l'intelligence des choix des plans que c'est un impact lourd et une opération périlleuse. Le sol renvoyant de la poussière, la panique dans les yeux du pilote, les plans serrés des réacteurs s'approchant de la piste. Cette scène révèle d'un excellent travail de montage, ce qui est aussi le cas pour l'ensemble du film. Ça ne tient pas du boulot du réalisateur, mais on peut saluer le travail de Jacques Soligné, le chef décorateur, dont les intérieurs donnent au film cette touche d'authenticité supplémentaire qui nous permet d'adhérer sans mal à la réalité de la vie de gang. Peu importe le genre, la littérature a souvent inspiré le cinéma, du papier au grand écran. Les films de gangsters n'y échappent pas. The Hood de Harry Gray qui a inspiré Il était une fois en Amérique, Vast Guy de Nicolas Pellegrini qui a donné Les Affranchis et bien sûr Le Parrain de Mario Puzo a donné le film du même nom. D'ailleurs, on vous a déjà parlé de ce film, allez voir la vidéo. Un peu d'autopromo, c'est toujours sympa. On peut même citer les mémoires d'Eliot Ness qui ont inspiré le film Les Incorruptibles, même si ce n'est pas de la fiction. Vous vous dites certainement pourquoi il vous parle de tout ça. Eh bien, c'est également le cas pour le film du jour. En effet, avant d'être écrit et réalisé par Verneuil en 1969, il est adapté du roman d'Auguste Le Breton, Le Clan des Siciliens. Ils se sont pas foulés sur le choix du titre. L'auteur a écrit beaucoup de romans policiers et certains d'entre eux ont même été adaptés au cinéma. D'ailleurs, ces livres semblaient être dans le même univers car on retrouve le commissaire Le Goff interprété par Ventura dans Le Clan des Siciliens dans d'autres livres, notamment dans la série Brigade Anti-Gang et elle-même adaptée au cinéma par Bernard Brodry avec Robert Hossein dans le rôle de Le Goff. Avant les François Pignon, on avait les commissaires Le Goff. Francis Weber n'a en fait rien inventé. Que serait le Clan des Siciliens sans sa fameuse musique ? Peu de gens le savent, mais ce thème est la première collaboration de Morricone avec le cinéma français. Tous les instruments sont présents et même une guimbarde, un instrument cher aux musiques d'Ennio Morricone, compose cette BO magnifique. À travers ce morceau, Ennio évoque la Sicile de par ses variations et on se croirait dans un western très italien. Quel film! Bon, après, il est loin d'être parfait. Il date de 1969 et certains mœurs de l'époque ne correspondent plus à celles d'aujourd'hui. Mais il est évident que ce film est l'un des précurseurs du genre, celui du gangster moderne. Et quel succès! Près de 4,8 millions d'entrées en France. Il se classe juste derrière Le Cerveau de Gérard Houry et Il était une fois dans l'Ouest de Léon au box-office de 1969. Mais après avoir analysé ce film, pourquoi les films français sont-ils tant sous-cotés? Nous l'avons vu au travers de cette vidéo, la France est largement capable de produire des films de grande envergure. La recette pour faire des chefs-d'œuvre, on l'a. On a des acteurs incroyables, des metteurs en scène légendaires et des bandes originales parmi les meilleures qui puissent exister. Alors pourquoi? Eh bien, on ne saurait pas vous donner la raison car ce serait que de la spéculation. Par contre, on peut vous dire d'aller voir des films français. Peu importe ce que vous chercherez,
vous trouverez. Le cinéma de Verneuil comporte de grands chefs-d'œuvre, comme Un singe en hiver ou La vache et le prisonnier. Soyez curieux de découvrir des films qui peuvent vous paraître vieux et démodés. Il n'y a pas que Netflix et Disney, vous pourrez découvrir des œuvres phénoménales, magnifiques, en dehors des plateformes de streaming. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la cloche. Et aussi c'est nouveau, si vous le souhaitez, nous avons mis en place un Tipeee, donc le lien se retrouve dans la description. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire merci de nous avoir regardés et à très bientôt sur la 7ème production. Salut!